Cette fois-ci, direction Malifaux, cité où un gamin rêveur et un bisounours cauchemardesque peuvent affronter des putes zombies et où des gremlins ninja bourrés peuvent chercher des poux à des araignées mécaniques. Pardon. Ah, Malifaux. J'avoue qu'en ce moment, c'est vraiment le jeu que j'ai le plus envie de faire découvrir. Pourquoi? Bah, parce qu'il est génial. Super argumentaire. Tu veux pas aussi nous dire que c'est parce que la couverture est jolie? Booktube. T'arraches pas la glotte non plus. Alors, oui, c'est avec la couverture jolie. Enfin, la plupart des illustrations le sont d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un peu court, alors on va le présenter un peu. Sorti en 2009, c'est un jeu d'escarmouche. En général de joueurs, rarement plus de 6 ou 7 figurines par camp. Et d'un point de vue technique, comme War Machine, c'est la version 2 des règles. Mais contrairement à ce dernier, les changements sont assez importants pour les profils. Récemment, un joueur de V1 me disait qu'il avait l'impression de découvrir un tout nouveau jeu. Il y a une grosse originalité dans ce jeu qui fait toute la différence. Pas de dés. Et dans le milieu de jeux de figurines où on jette parfois des sauts de dés, c'est quand même un gros changement. Du coup... Du coup, on utilise un jeu de 54 cartes à jouer. Oui, oui, celui pour jouer à la bataille ou au poker. Alors, il faut qu'il y ait les 4 familles et 2 jokers différents. En gros, on fait ce qu'on appelle un flip à chaque fois qu'on veut savoir si une action réussit. On regarde la caractéristique, plus la valeur et la couleur de la carte. On compare ça au résultat à obtenir. On voit donc, en fonction de la différence par rapport au résultat à avoir, jusqu'à quel point l'action a réussi. Et, en fonction de la couleur, des effets secondaires, qu'on appelle des triggers, peuvent avoir lieu et donner divers résultats, parfois très rigolos. Mine de rien, ce mécanisme change beaucoup de choses. Déjà, parce qu'il y a un stock de chances limité. Alors, bon, sauf chez les tricheurs évidemment, les cartes étant définies à l'avance, si on a tiré toutes les bonnes cartes, bah... De plus, il y a moyen de prévoir les résultats. C'est un peu le corollaire en fait. Si jamais on sait ce qui peut rester parce que on n'a pas tiré telle ou telle carte, on peut prévoir plus ou moins les actions. Alors, évidemment, je dis comme ça, c'est vraiment la version simplifiée. Les deux jokers ont un rôle très important. Il y a un rouge et un noir. Le premier, c'est la chance absolue. Le second, la malchance absolue. Et j'ai déjà vu plusieurs fois des plans parfaits tomber à l'eau parce que le joker noir est tombé pile au mauvais moment. De plus, il y a une autre possibilité. On peut tricher. Ah bah bravo, belle mentalité. T'inquiète pas, c'est prévu par les règles. Donc c'est pas de la triche en fait. Tu m'as menti. Eh, c'est le bouquin de règles qui dit qu'on triche, hein, pas moi. C'est même le terme. Cheat, fait. En fait, au début de chaque tour, on a 6 cartes en main. Ces cartes permettent de changer la valeur de la carte que vous avez tirée. Il y a des limites, notamment ce qu'on appelle des flips négatifs. Ça veut dire qu'on tire plusieurs cartes et on choisit la plus basse, et dans ces cas-là, on n'a pas le droit de tricher. De plus, certains jets de cartes sont interdits de triche, mais c'est prévu par les règles. Alors, ce n'est pas le seul intérêt du jeu, c'est un jeu à scénario. Oui, donc comme à peu près tous les jeux en fait. Non mais, vraiment. Chaque joueur a 3 scénarios par partie. L'un est aléatoire, et commun aux 2 joueurs d'ailleurs. Les 2 autres sont choisis par chaque joueur, parmi une liste de 4 scénarios secondaires choisis au hasard, plus un scénario qui est toujours disponible. Ils sont cachés ou pas? Bah, en fait, les 2 scénarios annexes peuvent être cachés ou pas, et s'ils ne le sont pas, ils rapportent plus de points. Ouais, enfin, je suppose qu'il s'agit de scénarios bidons du genre vous devez tuer un certain nombre de personnes quoi. Oui et non, il y a des scénarios de ce genre, mais aussi des scénarios où il faut conquérir des territoires, il y a des scénarios où il faut laisser l'adversaire en vie pour marquer des points, et c'est assez contre-intuitif pour un jeu de figurines. Il y en a même un où il faut faire tuer une de ses figurines, et rapidement en plus. Il y en a vraiment pour tous les goûts, et c'est différent à chaque partie. D'ailleurs, ce qu'on appelle la liste d'armées, c'est-à-dire les figurines qu'on va jouer avec leurs options, est définie après le tirage des scénarios. En général, les listes sont faites lorsqu'on prévoit la partie. Là, les règles font que c'est toujours prévu une fois que la partie a techniquement commencé. Typiquement, un tour se déroule ainsi. Les 2 joueurs mélangent leur deck de cartes. S'ils ont des cartes en main, en général à partir du tour 2, ils peuvent, après le mélange, se défausser des cartes dont ils ne veulent plus, puis tirer autour de cartes qu'il faut pour arriver à 6. Ensuite, chaque joueur flippe une carte pour savoir qui va jouer en premier. Le joueur 1 active une figurine. Le plus souvent, une figurine génère 2 points d'action. Elle peut, dans ce cas-là, faire 2 actions simples, ou une grosse action. Et souvent, les figurines ont ce qu'on appelle des actions à 0, qui sont en fait des actions bonus, et on peut en faire une par activation. Les actions, ça peut être se déplacer ou taper. Normal, hein, c'est... Mais également, revendiquer un territoire, éteindre le feu, ou se mettre en position défensive, ou des actions spécifiques à chaque profil. Pour unité, le livre des règles est écrit au féminin. C'est-à-dire qu'il s'adresse à une joueuse et non à un joueur. Pour le background, je vais éviter de vous faire une liste et je vais passer très rapidement. C'est bien, t'as bien retenu la leçon. Gna. Alors que la magie disparaissait dans notre monde,
Les magiciens ont trouvé une terre parallèle avec encore de la magie et des pierres, nommées Soulstone, capables d'alimenter leur sort. Alors je passe sur l'histoire, mais au début du XXe siècle, plusieurs factions se tapent joyeusement dessus dans la ville de Malifaux. L'ambiance est une sorte de Far West steampunk avec tout un tas de monstres robots hybrides. Cependant, je préfère prévenir, cet univers est glauque et parfois malsain. Je pense aux putes dont j'ai parlé dans l'introduction, il y a un bébé avec un couteau, j'en passe vraiment. Mais il est aussi très drôle et très décalé, par exemple le golem de whisky qui me fait rire, enfin c'est peut-être que moi. En même temps, c'est bien connu que t'es un véritable ivrogne. Je ne te le fais pas dire. Il y a des références, comme le Nécromancien qui est une sorte de fusion entre le Dr Jekyll, Jack l'Éventreur et parfois Mr Hyde d'ailleurs. Le gamin dont je parlais dans l'introduction est inspiré de Little Nemo, soit en passant je recommande la lecture de cette bande dessinée à tout le monde. Ou encore, un Gremlin est une référence à Tex Avery. Alors j'en passe beaucoup, il y en a énormément de références, c'est impossible de tout lister. Alors de même, certaines capacités sont des blagues. Par exemple, la capacité des résurrectionnistes pour faire apparaître zombies, c'est... Ok. Enfin bon, bref, ça a l'air cool. Donc avec quoi je commence? Alors, évidemment, il te faut le bouquin de règles. Il existe en deux versions. Une version petite qui contient juste les règles, et une version plus grosse qui contient les règles, quelques profils et des nouvelles. Ensuite, il faut divers marqueurs. Alors, du papier découpé et marqué suffit. Un deck de cartes à jouer, évidemment, en tout cas un par joueur. Vous pouvez utiliser un jeu de 54 cartes classique, du moment que les jokers sont différents, mais il vaut mieux prendre un des decks officiels. Pourquoi? Parce que t'as des actions dessus? Non, c'est juste que les couleurs sont pas exactement les mêmes. Alors, Crow, Ram, Masque et Tom pour pique, cœur, carreau, trèfle. C'est plus simple d'avoir un deck officiel. Enfin, on peut facilement faire la conversion, mais ça reste plus simple. Puis, les cartes sont belles. Enfin, je trouve. Ouais. Pour avoir tous les profils à l'avance, et ainsi soit prévoir ses achats, soit savoir ce que va faire l'adversaire, il y a plusieurs solutions. Les profils sont disponibles dans le gros bouquin de règles, ainsi que dans une extension qui s'appelle Crossroads, qui ne contient en fait que quelques nouvelles, quelques scénarios et les profils. L'autre possibilité est d'acheter les Arsenal Decks. Et les Arsenal Decks étant les decks de cartes contenant les profils de chaque figurine. Alors ensuite, il faut des figurines. Alors, les figurines existent en deux versions. Les métalliques, qui sont des figurines sorties pour la V1, donc vendues avec des cartes V1 qui ne sont donc plus du tout valables, et les figurines plastiques, qui sont liées à la V2, qui sont donc avec les cartes V2. À ce sujet, chaque boîte starter de la V2 propose assez de figurines pour monter une vraie armée. Ce qui n'est pas le cas des jeux les plus connus du milieu de la figurine. Pour donner un exemple, en général, une partie classique c'est 35 ou 50 points, la plupart des starters dépassent les 35 points. Rassure-moi, t'as des défauts pour ce jeu? Non, c'est le jeu parfait. Oh non. Bon d'accord, j'admets, le jeu a beau être bien écrit, ce n'est pas aussi carré qu'avant machine. De plus, le jeu vient d'être refait, il y a à peu près un an, en version 2. Et cette version change pas mal de choses, j'en ai déjà parlé. Notamment les figurines. Les anciennes figurines, en métal, sont de qualité variable. Elles sont en train d'être refaites en plastique, en fait toute la gamme sera en plastique, mais ça prend du temps. Les figurines plastiques ont une culture excellente. Elles sont dynamiques, à mon sens une vraie personnalité, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, et personnellement je prends beaucoup de plaisir à les peindre. Ah, c'est pour ça que t'en as plein chez toi que tu n'utiliseras absolument jamais? Oui, et parce que je suis faible et crétin. Mais si je parle des figurines plastiques, c'est pour signaler que parfois les différentes parties ne s'adaptent pas totalement entre elles, il faut prévoir de boucher un peu les trous. De plus, parfois les sculpteurs se trompent dans la taille de la figurine, ce qui fait qu'il devient très difficile de la poser sur le socle. L'autre souci est que le plastique est plus glaçant que le métal, et parfois la sculpture est vraiment, mais vraiment trop fine. Enfin, il y a deux soucis en France. Le premier est que pour l'instant ce jeu est uniquement disponible en anglais. J'ai entendu plusieurs sources qui parlaient d'une VF d'une manière ou d'une autre, rien de sûr, donc pour l'instant c'est vraiment un frein au développement du jeu en France. L'autre est un corollaire du précédent. La communauté française est plus réduite que d'autres jeux. Alors elle n'est pas inexistante, surtout sur Paris et Lyon, mais il y a encore du travail à faire. Et tu t'y emploies, hein? Oui, d'ailleurs j'aide à la promotion du jeu en participant à ce que l'éditeur appelle le programme Inchman. Par exemple, je fais souvent des démos sur Paris. Du coup, j'aurai sans doute l'occasion de faire d'autres vidéos sur ce jeu, n'en doute pas. Attention, si d'ici 6 mois il n'y a pas une vidéo dessus, tu me dois un gage et je saurai me montrer cruel.